Voilà, comme ça, c'est parti. Donc, on est en petit comité pour commencer. On verra s'il y a du monde qui arrive. Mais en gros, c'est chouette. On va pouvoir discuter pendant un petit moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Marius, vu que tu es en haut à gauche sur mon écran, tu vas avoir la priorité. Ça Et marche. donc, si tu as une question en particulier ou un point de conversation que tu veux attaquer, on y va. On va essayer de passer 5-10 minutes dessus. Ensuite, ben, Flo, tu pourras enchaîner. Et puis, tant qu'il nous reste du temps et tant qu'il n'y a pas d'autres mondes, on continuera à enchaîner entre l'un et l'autre. Vu qu'on n'est pas beaucoup, vous pouvez garder vos micros allumés. Si vous avez des questions, des follow-up ou des choses comme ça, n'hésitez pas à vous lancer dedans, histoire que ce soit un petit peu aussi interactif et que ça vous apporte autant que possible, quoi. Ça marche. Ouais, pas de problème. Bah, moi, à la rigueur, il y avait peut-être un truc que je trouvais intéressant, que tu développes pas mal en ce moment, c'est tout ce qui est profilage euh, d'athlètes que tu fais via bah, notamment le Moxie Monitor. Ouais. Si tu avais moyen d'en parler un petit peu plus, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, ce genre de choses. Ouais, ça marche. Laisse-moi 2 secondes, je vais juste prendre une petite note. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur le truc? Tu as pu regarder les 2-3 vidéos que j'ai fait récemment sur YouTube parce que j'en parle pas mal. Ouais, Ouais, tu as regardé. justement, j'ai regardé tout ça. Et alors, si j'ai bien compris le concept du capteur, c'est que ça mesure la saturation en oxygène locale. Juste. Si je me plante pas, ouais, voilà, c'est ça. Et le volume sanguin aussi. Tu Et, as et par, t'as deux points de data. Tu as ouais, le exact. MO2 qui est la saturation, comme tu l'as bien dit, et le THB qui est un proxy pour le volume sanguin sous le capteur. Ok. Et du coup, ça, si je pige bien, ça te permet donc de déterminer un peu le profil enfin, local, c'est-à-dire musculaire d'un athlète, en fonction de quoi? De l'intensité de l'effort, enfin de la puissance générée, Ouais, donc de ce genre de choses. sur une modalité cyclique, là, ça va être tu peux faire, tu as plein d'autres applications du Moxie, on peut en parler après. Mais si on parle du profilage en tant que tel, c'est plus orienté pour des athlètes de sport d'endurance, euh, CrossFit. Et ça, c'est encore à voir, mais mon hypothèse, c'est que ça s'appliquerait aussi de manière générale sur des athlètes de sport co, donc un rugbyman ou Ouais. autre. Ce que tu vas pouvoir faire au travers de ce profilage, c'est en gros déterminer lequel des 3 systèmes principaux au niveau physiologique, donc respiratoire, cardiovasculaire et musculaire ou métabolique, lequel des 3 limite en premier les performances et en gros comment adresser ces limitations par rapport à ton profil individuel en sachant que 2 personnes peuvent avoir exactement le même rendu en termes d'effort. Par exemple, je ne sais pas, 2 personnes peuvent faire 200 calories en 10 minutes sur un airbike, ce qui est un très bon score déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils auront besoin des mêmes éléments d'entraînement pour progresser. Parce qu'il y en a un, peut-être qu'il est limité par son système cardiovasculaire, du fait que peut-être il n'est pas assez efficient et donc quand il arrive à un plateau sur les BPM, il n'arrive plus à pousser assez de sang, même si la puissance, le rendu augmente. Alors qu'un autre, c'est peut-être au niveau respiratoire qui pêche. Et donc, ces 2 personnes doivent approcher l'entraînement ne sera pas pareil. Donc, en gros, c'est pousser l'individualisation de l'entraînement un petit peu plus loin en regardant ce qui se passe un peu sous le capot, si tu veux, au niveau physiologique, plutôt que juste de se baser sur des points de données de rendu de performance. Donc ça c'est l'idée principale du profilage physiologique au niveau donc, voilà, énergétique, on va dire. Après, tu peux utiliser le Moxie pour d'autres applications. Je ne sais pas si tu voulais partir là-dedans aussi. Euh, J'avais pas spécialement d'application particulière, c'était plus d'un point de vue général, mais Ouais. ça répond globalement à la question. Ouais. C'est vraiment un outil de mesure physio Mhm. et du coup, j'imagine que tu l'utilises seulement alors, sur des tests initiaux et éventuellement à échéance pour mesurer d'éventuelles progressions. Mais Mhm. je suppose que les mecs ne l'ont pas à l'entraînement Alors tu peux, et c'est là, je pense, souvent. c'est même là Tu que c'est peux? le plus intéressant, ouais. Dans le sens où, de tête comme ça, les quelques applications que tu peux faire avec le Moxie, ça va être optimisé. Alors, le test de profilage, c'est une chose, celui dont je viens de parler. Et comme tu l'as dit, test-retest, avec un intervalle de travail entre 8 et 16 semaines en général, suivant les adaptations que tu recherches et suivant le profil que tu as décelé et suivant ce que tu vas vouloir entraîner avec différentes approches.
Euh, Après, tu peux aussi l'utiliser pour optimiser un échauffement, par exemple, pour une personne, en sachant que deux personnes n'ont pas nécessairement besoin de la même chose pour être prêts pour l'effort. Et donc ça te permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe. Qu'est-ce qui te permet, quel protocole d'échauffement te permet de saturer un maximum en oxygène au niveau de tes muscles pour ensuite avoir, si tu veux, la batterie la plus pleine possible pour ensuite pouvoir en utiliser plus pendant l'effort. Donc tu peux l'utiliser pour ça. Tu peux l'utiliser pendant les séances aussi pour que ce soit monitorer au niveau physio ce qui se passe ou autoréguler aussi selon certains paramètres que tu recherches. Ça peut être sur des répétitions de sprint, ça peut être sur du travail de renforcement aussi. Euh, Tu peux faire des profils en force aussi. Et donc, pour voir comment tu restreins le flux sanguin par rapport à différents pourcentages de ton RM. Et ça va être intéressant notamment pour, par exemple, des crossfitters où le but ultime, ça va être de rendre tous les mouvements cycliques. Donc, pouvoir faire des thrusters à 94 pounds, 95 pounds ou 40, c'est quoi, c'est 42 kilos, 42 kilos, comme si tu faisais du vélo à 100 watts, donc avec un flux continu au niveau du sang, pour pouvoir continuer à amener de l'oxygène, à sortir le CO2, les ions d'hydrogène, etc. Et, et ça, tu peux le déterminer avec le MOXIE, justement, avec cette mesure du… Ce n'est pas juste la mesure du volume sanguin qui te permet de dire ça, c'est l'interaction entre le SMO2 et le volume sanguin. Et là, tu peux voir ce qui se passe au niveau des occlusions, donc comment tu restreins potentiellement le flux sanguin à différents pourcentages de ton RM. C'est plus un test-retest aussi qu'autre chose, dans le sens où ça te permet de dire, voilà, à l'instant T dans le temps, je commence à restreindre mon flux, mon retour veineux, par exemple, à partir de 50% de mon RM. Et puis, avec certains protocoles d'entraînement, on peut peut-être faire monter ça un petit peu, te rendre plus efficient, faire en sorte que même à des charges plus élevées, tu peux continuer à amener du sang en continu. Et là, tu verrais sur le retest que peut-être ce 50, il est passé à 60 ou à 65. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de mettre en place encore. Donc, je vais faire le premier la semaine prochaine, d'ailleurs, sur le profilage force. Donc, j'ai encore pas mal à apprendre sur ce côté-là. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de travail sur le côté énergétique et cyclique, on va dire. Donc, ça, c'est encore une application au niveau du MOXIE. Tu peux l'utiliser en réathlé pour voir ce qui se passe au niveau de l'utilisation d'oxygène dans un certain groupe musculaire. Par exemple, tu t'es fait un genou. Est-ce que tu vas pouvoir recruter tes quadris, tes ischios et peut-être même ton mollet de la même manière ou aussi bien à gauche qu'à droite après ta blessure? Tu veux t'assurer que ce soit le cas parce que s'assurer que la personne puisse effectuer certains levés, certains mouvements, avoir un certain rendu, c'est bien. Mais aussi s'assurer qu'au niveau physio, tu as un bon équilibre gauche-droite. C'est important, surtout après une blessure. Donc ça Ouais, peut te donner un effectivement, ouais. aperçu de ce qui se passe, qui est assez intéressant. De tête, c'est les quelques applications que j'ai, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Et plus ça va se développer, plus il y aura d'idées qui vont sortir. Je veux dire, ça a été utilisé en grimpe aussi pour optimiser au niveau du grip. Ouais, Tu pas mal, vois. ouais. C'est utilisé beaucoup comme je dis, beaucoup dans les sports d'endurance. Je sais que l'équipe de Pologne, si je ne me trompe pas, l'équipe nationale de vélo sur piste l'utilise aussi pour quantifier les entraînements, pour décider. Tu sais, ils sont toujours. Enfin, je ne connais pas très bien le sport, mais quand tu vas en équipe, tu es en peloton, donc tu en as un devant, puis ils sont en ligne. Eh ben, comment décider quand est-ce que celui qui est devant, il doit repasser derrière? Parce qu'en gros, il a Ouais, vidé sa batterie, et ben, ils utilisent le MOXIE pour déterminer ça. ouais, les C'est relais de voilà, exactement les relais. Donc, cheval ouais. ouais, voilà. Donc, dans les très grandes lignes, ils utilisent ça pour ça. Donc, je pense qu'il y a plus à explorer de ce côté-là. Moxie sort avec une application et un web tool aussi dans l'année. Donc, ça va être intéressant pour collecter les datas et les interpréter parce qu'à l'heure actuelle, il faut passer par une application tierce ou alors faire juste Ouais. tes propres graphiques. Voilà, une fois que tu l'as fait 2-3 fois, c'est pas trop difficile, mais ça demande du Et, travail en interprétation encore. Ça, c'est un endroit où il y a encore besoin de pas mal de recherches pour avoir des conclusions. et du coup, Ouais. toi, t'en utilises des applications tierces ou alors tu fais par exemple sur un Excel ou… Alors, j'utilise l'application, j'ai un iPhone, j'utilise VO2 Master Manager, qui est à la base fait pour le VO2 Master, qui est une unité portable de VO2, mesure VO2, Ouais, que je n'ai pas à l'heure actuelle, mais que je cherche à me procurer dans les mois à venir parce que je pense que c'est très complémentaire au Moxie dans ce qui est du profilage. Pour juste 2 secondes là-dessus, en gros,
pendant le test avec de profilage avec le Moxy, tu n'as pas un aperçu direct de ce qui se passe au niveau ventilatoire pendant l'effort. Et donc, faire ta spirométrie avant, c'est bien parce que comme ça, tu as ta capacité pulmonaire et ton FEV qui te donne un proxy pour la puissance expiratoire. Et donc, par rapport aux datas normatives pour ta population, tu peux te dire, OK, on a un bon volume ou non, il faut travailler là-dessus. Mais ça, c'est le volume au repos, la capacité, si tu veux. Après, comment tu l'appliques Ouais, au tu l'as pas niveau à l'effort, quoi. fonctionnel? Voilà, exactement. Comment tu l'appliques pendant l'effort? Tu voudrais avoir ces données-là au niveau fréquence respiratoire, au niveau volume courant, pour voir est-ce que tu utilises ton volume de manière efficiente et efficace pendant l'effort. À quel moment peut-être tu commences à perdre ton volume expiratoire ou inspiratoire. Et ça te permet ensuite d'avoir des recommandations précises au niveau de l'entraînement respiratoire, mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais donc voilà, j'utilise l'application qu'eux, ils ont construite parce que ça te permet de synchroniser 3 Moxy, jusqu'à 3 Moxy, peut-être même 4. Je crois que j'ai vu 4. Faut que je teste, mais je crois que tu peux en mettre jusqu'à 4. Le cardiofréquence-mètre, si tu as un power meter sur ton vélo, tu peux le synchroniser aussi. Enfin, ça permet d'intégrer pas mal de données sur un seul CSV en gros. Ça te permet de tout centraliser et de ne pas devoir par la suite. Parce que le Moxy, tu peux aussi le porter, l'allumer, l'utiliser sans avoir de téléphone ou quoi que ce soit. Et ensuite, juste extraire les datas de Ah ouais, l'appareil tu as une après. mémoire qui va accumuler Ouais, la data et ouais, puis ouais, tu ouais. peux les transférer plus tard, quoi. Ok. Ouais, exactement. Donc, ça te permet de faire ça. Tu n'as pas besoin de matos, tu n'as pas besoin de trucs. Tu peux juste avoir le Moxy. Ça veut juste dire que tu n'as pas un aperçu en temps réel de ce qui se passe. Avec l'appli, tu peux voir en temps réel sur l'écran où tu en es, etc. Donc, ça, si tu fais de l'autorégulation, tu vas vouloir utiliser ça. Moi, je trouve assez pratique, mais c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps derrière pour analyser les données. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que j'ai vu que même c'était compatible, par exemple, sur les moniteurs Garmin, etc. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, cumuler par exemple avec un power meter sur vélo ou alors avec un stride, par exemple, qui permet de mesurer la puissance en course à pied, Mhm. c'est vrai que ça peut être un truc vachement intéressant. Pour le peu qu'on couple effectivement avec le VO2 Master et un cardio, le, la corrélation des datas en fait peut être super intéressant pour le profilage qu'on veut faire. C'est ça, et c'est clair que ça va être. Et puis, juste après ça, Marius, on passera avec Flo. Ouais, pas de souci. Mais donc, ouais, ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, c'est que tu as un aperçu de tous les systèmes qui contribuent de manière principale à ta VO2 max, en gros. Donc, le respiratoire, cardiaque et métabolique. Là, je suis en train de creuser un peu sur tout ce qui est développement de la densité volume mitochondrial, au niveau de ce que ça engendre comme adaptation, quel impact ça a au niveau performance aussi. Il semblerait donc que même pour des athlètes qui sont déjà entraînés, de mieux pouvoir extraire l'oxygène que tu as disponible dans les capillaires, donc en gros de descendre à des pourcentages de SMO2 plus bas que tu peux quantifier avec le Moxy. Ça a un impact considérable sur la performance et sur la VO2, plus que tous les autres paramètres qu'on attribuait avant à des améliorations de performance. Donc en gros, si tu arrives à désaturer à 20%, à l'heure actuelle, si tu peux t'entraîner de manière à pouvoir descendre à peut-être 15, 10 ou 5, tu vas extraire plus d'oxygène et donc tu vas pouvoir produire plus d'ATP et donc avoir un rendu plus élevé. Donc ça, faut encore que je creuse, mais c'est super intéressant de ce côté-là. Et donc, ouais, c'est un très, très bon outil, mais encore une fois, ça demande du travail sur l'interprétation des données et il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle parce qu'il manque de la recherche, il manque du temps, il manque des utilisateurs aussi. Mais ça se dirige dans cette direction-là. Donc, moi, je fais un peu le N de 1 et j'essaye de faire mes petites expériences et d'en tirer mes conclusions et de faire mon petit bonhomme de chemin là-dessus. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre, il y a encore beaucoup à découvrir. Mais c'est, à mon avis, un outil qui est prometteur du fait de sa simplicité d'utilisation. Mais encore une fois, il faut pouvoir interpréter les données derrière. Ouais, ok, super, merci. Bah, effectivement, ouais, extrêmement intéressant comme petite revue de ce matos-là. Ouais. Flo, je te laisse enchaîner si tu as une question. Ouais, alors moi, rien à voir. Du coup, j'avais donc petite question pour toi. Est-ce que, donc imaginons que tu as un athlète en sport, alors après je pense que le sport, tu dois peut-être pas avoir beaucoup de connaissances dessus, mais on sait jamais. Quel sport c'est? Badminton, Ok. donc plutôt explosif et en cardio. Donc athlète au niveau qui cherche à passer top 20 français. Et on va dire que les 5 mois qui arrivent, elle n'a pas accès à une salle. Mhm. Comment toi tu vois la chose, sans dire de faire une planif, tu vois, mais comment
comment tu verrais les 5 mois? Enfin, qu'est-ce que tu te dirais, genre, est-ce que ce serait l'opportunité d'utiliser justement ces 5 mois pour développer autre chose? Alors, quand je dis pas de salle, bon, pas de charge, mais il y a un peu de matos, genre Swiss ball, medicine ball, des petits kettlebells légers, des petites haltères, Mhm. un sparring, donc ça c'est pas mal. Et TRX, enfin voilà, donc ça fait déjà 1 an que je la suis. Mhm. J'avais mis en place, donc elle revient de blessure, elle s'était fait les croisés, bizarrement. Et du coup, j'avais repris tranquillement, sans salle. Après les salles avaient rouvert, j'avais refait un peu de salle. Et puis là, depuis, ben, un moment, donc j'ai mis en place un peu de, voilà, de plio, de proprioception, tout ça assez léger parce que j'ai pas de matos. Et Mhm. je me rends compte que j'ai potentiellement encore 5 mois à tenir. Alors bon, c'est de voir, est-ce que tu aurais peut-être un regard neuf, un regard un peu plus Ouais, ouvert sur. comme tu l'as dit, je ne connais pas très bien le sport, mais en réfléchissant juste un petit peu aux demandes, je pense que au niveau réactivité au sol, donc pliométrie, et au niveau saut et au niveau changement de direction, donc, parce que ça va être latéral, ça va être en avant, en arrière sur un petit périmètre. Euh, donc à ce niveau-là, la qualité du stretch reflex, si tu veux, donc la capacité à être élastique dans tous les plans de mouvement, ça va être une composante super importante à mon avis. Et ensuite, l'aspect cardio, donc spécifique au sport, donc petit périmètre, avec les. Et ça, ce que je fais, si moi je prenais quelqu'un en charge dans ce sport, j'irais chercher, creuser dans la recherche tout ce qui est des time motion analysis, donc regarder les temps de travail, temps de repos, le point de manière en moyenne, il dure combien de temps au badminton, les repos entre les points, combien de temps il dure. Et ça te donne déjà une très bonne idée de la structure du sport et de la demande du sport au niveau énergétique. Et après, tu peux organiser tes séances en termes d'intervalle, en termes de travail type cardio par rapport à ça. Et donc, moi, je construirais ma base d'entraînement par rapport à ces demandes-là pour faire en sorte que la personne puisse, en gros, répéter des efforts de haute intensité, parce que ça va être ça, en gros, ça va être des mini-sprints, si tu veux, mais sur un périmètre qui est réduit, avec des mouvements très, très rapides, comme on a dit, latéraux, avant, arrière. Et tu me dis si je me trompe. Ouais, non, c'est ça. Et donc, voilà, moi, je chercherai un petit peu plus d'infos sur la durée des points, les repos entre les points, la structure d'un match. Et puis Après ça, je peux après, te répondre, hein, parce que j'ai fait 12 ans de bad, donc le sport, je le connais. C'est OK, plus, c'est plus comment parce qu'elle est entraîneur de bad. Donc, ouais, si tu veux, la partie technique et tactique, ça, je lui laisse. En plus, elle a ouais, un sparring qui était aussi ancien très bon joueur. Donc, ça, super, vraiment, je lui laisse. ouais, C'est plus, moi, qu'est-ce que j'ai lui à apporter sur le plan vraiment physique ouais, et comment utiliser ces 5 mois où j'ai quasi pas de matos. ouais. Et là, je tourne un peu en rond. Et que faire, en fait? Est-ce que je vais aller chercher quelque chose de différent ou est-ce que je continue travailler voilà, bah, sur ce que Ouais. je faisais, quoi? Je pense que un outil qui, je pense, peut être intéressant pour quantifier les progrès, ça va être l'application MyJump. Je ne sais pas Ok, si tu connais. non, Ça coûte 10 francs, 10 euros sur l'App Store. Je crois que c'est MyJump ok. 2. C'est MyJump 2, donc cherche ça. Et il y a une très bonne vidéo que Jason a fait sur sa chaîne YouTube Prépa et Performance sur comment l'utiliser. Ça va te permettre de. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire un profil force-vitesse verticale, mais déjà rien que d'avoir des hauteurs de saut maximales, des choses comme ça, euh, répétition de saut, counter movement jump, je veux dire, tu peux faire plein de tests de saut différents avec l'application et pouvoir les quantifier. Et honnêtement, moi, je miserais tout sur le côté plio. Je sais pas, tu as dit que tu as fait beaucoup de battes, donc tu connais certainement beaucoup d'exercices. Mais pour toi, en tant que coach, ce que je chercherais à faire, c'est très bien comprendre les mécanismes d'adaptation au niveau saut et au niveau pliométrie. Donc, comprendre je ne sais jamais le nom en français, donc je dis en anglais le stretch shortening cycle. Le cycle de raccourcissement, je sais même plus comment on dit en français. Étirement, raccourcissement. Ouais, merci Ouais, Marius. d'accord. Ouais, Il y ok. a toujours quelqu'un pour me sauver avec celui-là. Merci, je te remercie. Euh, donc voilà, Je t'en moi, prie. je creuserai là-dedans. Je chercherai à catégoriser et comprendre comment progresser tout ce qui est saut et pliométrie, quantifier au niveau volume de saut par séance, comment progresser ça aussi.
Il y a de très bonnes ressources en ligne. Tu cherches Verkhoshansky. Natalia Verkhoshansky, elle a fait je crois que c'est même son père, Yuri Verkhoshansky, qui a écrit il n'a pas écrit qu'un seul papier, il a écrit beaucoup de trucs, notamment Super Training. Et je pense que donc d'aller chercher dans ces ressources-là qui sont déjà disponibles pour mieux comprendre tout ce qui est des sauts. Je sais qu'il y a Natalia, elle a aussi fait, donc la fille de Yuri, elle a fait une présentation qui est super sur la plateforme de Strength Coach Network, qui est une plateforme, je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme éducationnelle pour les prépas physiques. Ouais, Il y a le lien dans ma bio Insta, donc si tu veux aller jeter un œil, je crois que tu peux avoir le premier mois pour moitié prix, ce qui représente à peu près 10 francs. Et je sais que c'est dans les CVASP, qui était une série de séminaires qui était faite avant Covid aux États-Unis. Et justement, Natalia est présente sur les sauts pendant une heure et demie, je crois. Et donc ça, peut-être, ça te donne un bon point de départ sur quoi faire, comment le progresser. Mais moi, je miserais tout là-dessus. Et après, au niveau cardio, j'organiserais, bien sûr, que ce soit congruent avec le sport, donc pas le ou la faire courir en ligne droite. Mais travailler sur des petits périmètres, que ce soit entre des plots, des avant-arrière, gauche-droite, en croix. Enfin, tu peux trouver un système qui fait que tu vas taper dans tous les plans de mouvement pendant un entraînement type cardio, et qui va avoir du transfert vers le sport aussi en utilisant, comme je te l'ai dit avant, les temps de travail, temps de repos que tu retrouves dans le sport. Et moi, je partirais là-dessus. Et j'en ai pas l'expérience directement, mais j'ai vu beaucoup de monde pendant Covid, notamment des joueurs de rugby et d'autres sports, qui n'avaient pas accès à du matos et qui ont redirigé leur entraînement plutôt que d'aller sur du lourd, de faire beaucoup de travail de saut et de sprint, et qui au final, quand ils sont retournés à la salle après la coupure, euh, leur, euh, leur performance en force était les mêmes, voire mieux encore, sans avoir touché de poids entre deux, simplement du fait d'avoir travaillé autant en réactivité, en plio et en vitesse. Donc, moi, j'axerais tout sur ce côté-là. Si elle a déjà une bonne base de force, tu vas pouvoir mettre l'accent dessus, bien sûr, avec les bonnes progressions, sans sauter les étapes. Mais je pense que voilà, la rendre plus réactive, c'est un ou une athlète, pardon, je me rappelle plus. une. La rendre plus réactive, la rendre plus rapide sur ses déplacements, avant-arrière, gauche-droite. Ça va l'aider au niveau de ses pertes, ça va l'aider au niveau de son efficience, son économie d'effort aussi. Donc voilà, moi j'irais vers des rendus max, que ce soit en vitesse ou en cardio, mais de manière spécifique au sport. J'espère que ça répond à peu près à ta question. Ouais, bah, du coup, je vais pouvoir axer sur un peu quelque chose de différent. Après, c'est vrai que le problème c'est qu'elle a clairement On a perdu Flo. mes femmes. Ouais. Ok, Flo, je t'ai perdu pendant 7 secondes à peu près. Donc il faudra que tu reprennes du début. Si tu m'entends encore, je ne sais pas. Je t'ai récupéré, je crois. Ok. Ouais, je disais, je sais pas si du coup, tu as entendu. Non, repars du début parce que ça a coupé. Oui, je disais que donc moi, je suis à Bordeaux, elle est à Clermont-Ferrand, donc c'est vrai que en plus que faut que je gère la distance. Mhm. Mais c'est bien, je vais avoir des idées de changement un petit peu d'objectifs et c'est cool, donc merci. Oui, il n'y a pas de souci. Et ouais, c'est peut-être l'opportunité pour toi, si tu l'as pas déjà fait, dans ce processus de compréhension et de catégorisation des sauts et de comment les progresser, peut-être, vu que tu es compétente dans le domaine, de toi te filmer en train de faire ces sauts-là pour les tester, pour voir le ressenti, pour avoir une base de données vidéo aussi que tu peux utiliser ensuite avec cette personne-là, mais aussi avec potentiellement d'autres athlètes à l'avenir, et peut-être commencer à construire certains petits blocs d'entraînement avec justement ces différentes variantes de saut ou petits circuits de conditioning avec quelques plots que quelqu'un peut faire à distance. Toi, tu n'as pas besoin d'être là. Peut-être avec des points de coaching aussi sur certains types de sauts. Si la personne a beaucoup, elle est déjà un haut niveau, donc je pense qu'elle est compétente en saut de manière générale, mais tu as peut-être des petits points de coaching à apporter sur des détails, sur comment attaquer le sol, comment interagir avec le sol pendant certains sauts, des choses comme ça qui peuvent apporter une plus-value aussi à ton athlète et à d'autres athlètes à l'avenir. Ok, ça marche, bah, merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Marius, on repasse sur toi et juste un petit mot pour dire que dans 9 minutes, il faudra juste qu'on saute de l'appel parce que je n'ai pas Zoom Pro.
Donc, il faudra juste qu'on revienne sur le lien, puis on continuera juste après. Mais donc, Marius, je te laisse enchaîner. Ouais, moi j'avais éventuellement une petite suggestion pour Flo aussi, c'est est-ce que ton athlète, elle n'aura pas intérêt aussi à travailler un peu sur la partie gainage, mais alors pas faire de la planche, hein, mais tout ce qui va permettre en fait de transférer la force du bas du corps vers le haut du corps. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être travaillé sans forcément des charges additionnelles, etc. Avec des élastiques ou ce genre de choses, ça peut peut-être être pas mal. Tu penses à Et quoi ça comme peut type lui permettre d'exercice? d'avoir des coups. Euh, j'ai j'ai pas spécialement d'idée là tout de suite, mais je sais qu'il y a des exercices, par exemple, qui sont utilisés en natation pour la rétropulsion du bras, qui peuvent être intéressantes, où on accroche simplement un élastique en hauteur et puis on va chercher en fait à, à faire Ouais, son Stop, action. j'avais vu ça. Après, on peut se mettre, voilà, on peut éventuellement aussi se mettre en déséquilibre un petit peu ou autre pour accentuer la partie gainage, mais c'est peut-être des choses qui sont intéressantes, ou du moins pour la variété, qui peuvent être Après, je intégrées, t'avoue quoi. que, étant donné que j'allais à tous, j'ai Je crois qu'on l'a reperdu. On l'a reperdue, elle va revenir. Elle va revenir. On espère. On croise les doigts. Allez, je crois qu'on t'a récupéré, Flo. Il faudra que tu recommences, désolé. Je disais que du coup, étant donné que j'avais pas beaucoup de matériel, c'est vrai que le gainage sur Swiss Ball, des burpees sur Medicine Ball, c'est des choses que j'avais fait beaucoup, tout ce qui va être instabilité. Euh, mais, euh, mais du coup, je vais pousser un peu plus, je vais voir ce que je peux trouver dans cette thématique. Et puis, Euh, ouais, c'est une super remarque, Marius, et je vais rebondir dessus. Je pense que faire en sorte que ton athlète ait accès, et ça, soit elle se la procure, soit tu lui l'envoies, tu lui l'achètes, enfin, suivant comment vous travaillez, mais d'avoir un de ces medicine balls de 3 ou 4 kilos. Les grands, ceux que tu utilises en CrossFit, mais pas de 10 ouais, kilos, mais on prend un ouais. léger de 3 ou 4 kilos, et faire beaucoup de travail de lancer en rotation et autres, hein, pas que rotation, mais des lancers au-dessus de la tête, des lancers en rotation, des lancers latérales. Je veux dire, j'ai parlé de plio et de saut. Tu parles explo bas du corps, ben ça c'est explo haut du corps que j'aurais dû mentionner aussi, j'ai oublié, mais merci Marius, tu me l'as fait rappeler. Donc je pense que d'inclure du travail explo sur le haut du corps, ça va être qui est légèrement lesté, hein, donc on est d'accord, c'est pas avec un Swiss ball de 10 kilos, mais voilà, juste pour travailler vite et en puissance aussi, je pense que ça peut très très bien assister son travail de bas du corps et après ses performances en bad, si elle n'utilise pas déjà ce type d'entraînement de manière continue. Et pour revenir à Strength Coach Network, il y a une présentation que Keir Wenham Flat a fait sur tout ce qui est explo haut du corps, ce qui est lancé. Il a aussi une super présentation, maintenant que je le mentionne, sur les sauts et sur les différentes progressions, comment tu catégorises les sauts et comment tu les progresses. Donc ça, c'est peut-être deux webinaires d'intérêt pour toi à aller regarder et essayer d'extraire des informations. Mais c'est bien construit, c'est bien expliqué et ça te permet vraiment d'extraire les grandes catégories et ensuite de même créer tes propres exercices au sein de cette structure-là. Je pense que c'est intéressant d'utiliser ces différentes méthodes. Et ouais, explo haut du corps, bas du corps, comme a dit Marius, gainage pour les deux. Et ça va être fait hein, quand tu fais du travail de lancer de balle. Le travail de gainage, il est là, il est présent. Et après, tu peux mixer ça avec peut-être certains travails d'appui et certains déplacements qui vont plus ressembler au sport. Ben, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux mixer les deux. Je pense que ça peut être très intéressant de travailler sur cet axe-là. Ok, ouais, non, c'est sûr que j'avais pas trop pensé à. Je travaillais, on va dire, plus en renfort du corps, mais Ouais. j'avais peut-être pas poussé forcément à l'explosivité, donc Et si je vais donc rajouter ça. et surtout, si ça n'a pas été développé avant, il y a un potentiel de progrès qui va être assez conséquent, je pense, pour ton athlète à ce niveau-là et de pouvoir voir des bonnes améliorations. Je ne sais pas s'il y a un moyen de quantifier la puissance de frappe au bad, comme il y a peut-être au golf ou au baseball, mais peut-être que ça peut être intéressant de chercher une manière que ce soit sur un ralenti, tu vois, avec un iPhone ou un autre appareil qui a un… Non, alors après, je sais qu'il peut y avoir des façons de calculer la vitesse de ce match, mais je ne sais pas si elle peut le faire. Après, de toute façon, elle m'avait déjà dit qu'on avait commencé la prépa physique et elle sentait d'elle-même un petit peu qu'elle sentait qu'elle était beaucoup plus rapide. Et c'est une athlète qui est quand même assez, on va dire, pas
sensitive ou sensorielle, je ne sais pas comment le dire, mais elle va vite sentir s'il y a de la progression et Ouais. son partenaire peut également, enfin, étant donné qu'il était à haut niveau, sentir il y a plus de force de frappe, enfin, ça se verra, ça se sentira. Super. Après, pour ce qui est des mesures, ouais, ça va être plus compliqué, je pense. Ok. Et peut-être pour l'avenir, je chercherai même, je cherche un peu de ce qui a été fait déjà dans les études. S'il y a un moyen de quantifier ça, peut-être même Ouais. avec il y a peut-être une appli qui existe maintenant parce que tu sais qu'avec le ralenti de l'iPhone, tu as 240 images par seconde, donc ça te permet d'avoir des mesures qui sont vachement précises. C'est utilisé notamment pour MyJump et puis pour MySprint aussi pour faire un profil force-vitesse. Donc, je pense que malgré le fait que c'est clair qu'une vitesse de smash, ça va être beaucoup plus élevé qu'une vitesse de sprint, mais peut-être qu'il y a un moyen de mesurer ça et peut-être à l'avenir pour pouvoir quantifier certains progrès en développement de puissance spécifique au sport, ça peut être intéressant pour toi d'explorer ça un petit peu. Je ne sais pas, c'est une Ouais, hypothèse ouais, ouais, non, bien sûr. à voir. OK, ouais. Et est-ce qu'en collant un Beast sur la raquette, il n'y aurait pas moyen d'avoir une quantification? Bonne idée. Ouais. Je pense que tu peux avoir un accéléromètre sur le manche, peut-être, par rapport à la vitesse de bras. Après, il n'y a pas du tout la même vitesse en manche et En bout de raquette, on est d'accord. Mais peut-être qu'il te faut les deux parce que Ouais, suivant comment. ou le transfert en vitesse angulaire, peut-être. Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose à explorer. Après, ouais, exactement quoi, il faudra voir ce qui a été fait avant et s'il y a un consensus là-dessus. Mais euh, c'est c'est jamais absolument nécessaire de quantifier les progrès au niveau rendu, au niveau vitesse, au niveau puissance, au niveau force. Mais c'est bien à voir. Si c'est un tu peux plus, ouais. l'avoir, ben, tu vas pouvoir dire voilà, on a fait telle intervention pendant 4 ou 6 semaines ou 8 semaines et on a vu tel changement. Et ça prend du temps quand tu le fais à une échelle de 1 parce que voilà, chaque personne, ça prend du temps pour le faire, ça prend du temps pour voir les résultats. Mais je pense que c'est la manière la plus juste de le faire dans le temps, étant donné que tu vas pouvoir te faire ta propre idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas pour qui et pourquoi. OK, ouais. Bah, super, merci. Pas de souci. Marius, on va juste faire sauter l'appel et puis vous revenez sur le même lien tout de suite. OK? Donc, à tout de suite. Ça marche. Petit truc pas mal pour travailler les réflexes. Je crois que c'était une vidéo sur Esteban Ocon que j'avais vu qui était pas mal. Mhm. Avec les systèmes de lumière, là, où Ah, les pods, enfin, je pense que les tu vois pods les lumineux, pods. ouais. Ouais. Je pense, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est un outil intéressant et puis ça a l'air cool. Honnêtement, je pense qu'il y a une certaine utilité de manière générale, mais après, quand tu parles en spécifique, c'est pas du tout la même chose. Réagir à des Ouais. lumières et réagir à quelqu'un, à un compétiteur, c'est pas du tout la même chose. Et donc après, oui, pour être alerte de manière générale, c'est très bien. Et j'ai regardé la saison complète, la saison 3 de Drive to Survive sur Ouais. Netflix. Je sais pas si tu l'as regardé, elle était vraiment Si, super. pas tout, mais une bonne Ouais. partie, ouais. Et tu vois, il y en a un, je crois que c'est Perez ou c'est peut-être Ocon qui s'échauffe avec les blaze pods sur sa porte de sa chambre ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Ouais. Sinon, j'avais vu un autre truc aussi, c'était je crois que c'était Setch, le gardien d'Arsenal, là, qui avait fait un truc intéressant. Devant son but, en fait, il avait placé plein de bouteilles d'eau, des petites conneries comme ça. Et en fait, donc le mec qui lui faisait les frappes, il tirait au sol et en fait, le ballon, bah, il réagissait un peu de manière hyper incertaine. Et là, il avait un travail de réflexe qui était super intéressant. Ouais, bah ça c'est super intelligent et c'est super créatif et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut. Je sais pas si tu m'entends encore, Marius. T'as gelé. Si, je t'entends. Tu m'entends, ok. J'ai eu un petit stop, mais c'est bon. Ouais, je pense que c'est super intéressant comme travail. Et c'est de ce côté-là qu'il faut se diriger. C'est dans le spécifique, mais tout en étant créatif pour essayer d'être au plus proche de ce que la personne va rencontrer pendant le match. Flo, on parlait juste de la réactivité Ouais, j'ai pu comprendre. ouais, voilà, du travail de réactivité et Lumineux, là, les points lumineux. les points lumineux. Mais je pense dans le contexte du sport, d'avoir quelqu'un en face, c'est super important parce que c'est à ça que tu vas réagir pendant un match. Et donc, peut-être si elle a un partenaire, je ne sais pas s'ils font du travail de prépa ensemble, mais si c'est le cas, peut-être dans des phases plus avancées, organiser tout ce qui est du travail d'explosivité, que ce soit au sol ou avec des medicine balls, en mode réactif par rapport à ce que fait la personne en face. Donc, est-ce que je Ouais. vais faire
est-ce que je vais couper vers la gauche et puis lancer ma balle, ou est-ce que je vais couper vers la droite pour lancer ma balle? Peut-être que ça va être déterminé par ce que je vois en face pour donner l'aspect réactivité et que ça ait un transfert un petit peu plus spécifique au sport. OK, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait fait nous un petit peu à l'échauffement, on le faisait un petit peu, elle nous disait droit, enfin elle faisait un geste avec la main et du Mhm. coup on avait un tel de déplacement à faire ou à pas enfin à faire et c'est vrai que ça permet d'avoir, un bon travail sur la réactivité, visuelle en fait. Ouais, exactement. Marius, tu veux enchaîner avec une question? On a encore une vingtaine de minutes, donc je vous laisse encore. On va essayer de faire encore minimum une question chacun. Ouais, éventuellement. Alors, un sujet que je creuse énormément en ce moment, c'est tout ce qui concerne en fait l'entraînement combiné. Mhm. Donc, essentiellement force-endurance. Est-ce que toi, tu as déjà étudié cette question-là? Est-ce que tu penses que c'est intéressant à creuser, enfin pertinent à creuser? Et est-ce que, alors comment formuler ça? Est-ce que tu t'es rendu compte de certaines choses, sans pouvoir forcément trouver les explications? Dans quel contexte et pour qui et pourquoi? De manière assez générale, il y a pas spécialement de j'ai pas spécialement d'application, enfin de discipline spécifique. Ça peut être du sport collectif, ça peut être, du crossfit, ça peut être, bah oui, les applications, forces armées comme ce que je fais. Hem, il y a pas c'est vraiment quelque chose de général, il y a pas de j'ai pas une discipline en tête, précise, quoi. Ok. Donc, est-ce que tu parles donc de entraînement combiné, donc par rapport à tout ce qui se passe au niveau des interférences entre les adaptations au travail plus d'endurance et du travail de force, c'est ça qui t'intéresse ou Ouais, entre autres, ouais. alors de ce que j'ai lu, il y a des recherches qui montrent qu'il y a un effet d'interférence de l'un sur l'autre. Si, je me souviens plus exactement, mais plus dans un sens que dans l'autre. Euh, ouais, je me rappelle d'un papier il y avait une méta-analyse qui regardait un petit peu toutes les études qui avaient été faites au niveau impact du travail d'endurance sur tout ce qui est force, puissance. Et je pense donc je me dirigerai là-dessus pour aller voir ce qui se dit, parce que je ne me rappelle plus exactement des conclusions. Mais en gros, si tu as besoin de travailler les deux, tu n'as pas vraiment le choix, dans le sens où si ton sport il requiert d'être endurant et d'être fort, ça n'a pas de sens de faire un mois que d'endurance et ensuite un mois que de force, parce que tu sais que sur la durée, sur le désentraînement, tu vas perdre un pourcentage de ce que tu as gagné. Et donc, d'essayer de faire un travail qui est, comme tu le dis, combiné, tout en ayant conscience des demandes des deux qualités physiques, ça peut être intéressant. Donc, ce que moi, j'ai fait dans le passé, ce qui a assez bien marché, c'est de simplement organiser ma semaine sur un modèle polarisé, donc des jours d'entraînement de haute intensité et d'autres jours de basse intensité, pour donner une récupération optimale entre les jours de haute intensité, en sachant que si tu fais du cardio très intense, ça va être placé sur un jour haute intensité au niveau système nerveux central et au niveau métabolique aussi, bien sûr. Et si tu fais de l'entraînement de fond ou quelque chose de bien moins intense, ça peut être placé sur un jour de basse intensité. Et de simplement organiser. Et après, sur le jour de haute intensité, si tu dois doubler, tu dois faire un entraînement force, un entraînement cardio, c'est clair que la qualité qui prime va être entraînée en premier dans la journée. Ou alors, tu peux l'organiser de deux manières différentes. Soit c'est la qualité que tu cherches que tu mets en avant, que tu priorises à ce moment-là, qui est entraînée en premier. Soit c'est celle qui est la plus demandante au niveau nerveuse. Donc, si tu fais des sprints en courant, ça va être la première chose dans la journée, du fait que ça va être plus demandant que même du renfort très très lourd. Par contre, si tu fais des intervalles qui peuvent être très très durs, mais qui peut-être sont pas aussi longs ou peut-être sont plus longs, donc qui vont être moins intenses, des répétitions de, je sais pas, de 3 minutes d'effort avec 5 minutes de repos ou des choses comme ça. Ça, peut-être que ça peut être Ouais, fait. type VMA, quoi. Ouais, voilà. Ça peut être fait après l'entraînement renfort, mais encore une fois, il faut
faut regarder pourquoi tu ferais l'un avant l'autre et puis après, il faut décider lequel a le plus de sens pour toi. Je pense que tu peux le justifier dans les deux sens, mais suivant ta base et suivant ce que Ouais, tu bien sûr, veux il faire. faut contextualiser le truc parce Voilà, que sinon ça n'a exactement. pas vraiment de sens. Mais ouais, ouais. Ouais, donc Et est-ce que. vas-y, ouais, vas-y. Vas-y, je te laisse terminer. J'allais juste dire que c'est peut-être pas la meilleure réponse parce que j'ai plus les conclusions en tête de cette étude qui regardait les différences et les différentes interférences qu'il y avait. Mais en tout cas, de mémoire, c'était pas assez conséquent pour justifier une dissociation complète de ces deux qualités, ces deux qualités physiques dans un bloc d'entraînement. Ouais, ok, donc au final, enfin, parce que finalement, même le principe d'entraînement par bloc, bah, ça revient un petit peu à la polarisation, mais c'est juste que c'est sur des périodes différentes. Mais au final, ça ne veut pas dire que quand on va travailler, quand on va faire un bloc axé sur une qualité, on va complètement délaisser l'autre. On va pouvoir la travailler, c'est juste qu'on la fera de manière secondaire. Enfin, ça va plus être du maintien des performances que enfin, que de l'amélioration, mais au final, Et, et avoir peut-être, ça c'est quelque chose que tu peux peut-être tester si tu as l'occasion de le faire, de faire, si tu as deux personnes sur qui tu peux tester ces deux approches, où tu as une personne sur qui tu vas faire deux blocs assez distincts en termes de, un c'est plus axé endurance avec un maintien au niveau force, le deuxième axé force avec un maintien au niveau endurance, ou peut-être le contraire, à voir. Et alors idéalement, tu as trois personnes dans ce cadre-là. Une, tu fais d'abord endurance, ensuite force. L'autre, tu fais d'abord force, ensuite endurance. Et la troisième, tu fais concurrent ou concurrent, je ne sais pas comment on dit en français. En gros, tu fais les deux sur 8 semaines ouais, et tu regardes à la sortie lequel des trois groupes a eu les meilleures adaptations ou après les 8 semaines en total sur les deux qualités physiques, qui a eu le meilleur développement, ce qui te permettra de dire, mon hypothèse, ce serait que si tu as continué à entraîner les deux qualités pendant 8 semaines, même si c'était en même temps et que tu n'as pas juste fait l'un ou juste fait l'autre, je pense que tu auras de meilleurs résultats en t'entraînant sur une qualité, sur les deux qualités pendant 8 semaines qu'en priorisant de manière assez polarisée l'une ou l'autre. Mais je ne sais pas. ouais, puis ça dépend aussi peut-être du niveau d'entraînement Aussi. de la personne. Aussi. Un débutant, enfin, concrètement, il aura zéro interférence, enfin, il progressera quoi qu'il fera. Ouais. Alors que bon, un athlète de très haut niveau, il aura peut-être plus d'intérêt justement à polariser pour pouvoir se focaliser sur la qualité bah, qu'il faudra développer à l'instant T, quoi. Très, très certainement, mais encore une fois, ça dépend de ton échéance et ça dépend de ce que, si tu as une compétition, si tu as un Ouais. objectif précis à la sortie. Mais je pense que ça vaut la peine d'être creusé un petit peu plus, que ce soit en allant chercher sur PubMed ou en faisant tes propres petites expériences pour voir comment ça marche, quoi. Ouais, et puis il y a peut-être aussi un autre truc, c'est que selon le type d'échéance, Mhm. ça peut être différent. Par exemple, un athlète olympique qui se prépare pour les JO, bon, bah, voilà, il a une date fixe Ouais. pour sa période de compétition. Heu, Par contre, un rugbyman, par exemple, bah, lui, c'est sur une saison. Mhm. Donc ça va être complètement différent. Ou, bah, des applications comme les forces armées, bah, il y a pas de date, en fait. Du jour Mhm. au lendemain, on peut partir. Ouais. Donc, Donc, il faut que tu la sois la tout le temps manière de prêt. s'entraîner, Ouais. c'est ça. Ouais, La manière de c'est comme si tu s'entraîner étais sera en saison. différente, ouais. C'est comme si tu étais tout le temps en saison dans un sport co, par C'est exemple. ça, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Et donc, à ce C'est moment-là, un peu comme ça, ouais. tu te dois d'être assez équilibré dans ton approche tout au long de l'année parce que tu veux pas qu'ils doivent partir. Puis d'un coup, tu disais, ah merde, on est au milieu du cycle de force et puis il a perdu tout son cardio et on avait prévu qu'il soit bon dans 3 semaines. Mais là, du coup, il est au fond. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'exagère, ça se Ouais, passe ouais, pas clairement, comme ouais. ça. Mais ouais, je pense qu'une idée d'intégration verticale où tu gardes toutes les qualités physiques dans un certain bloc, mais tu mets juste une légère priorité ou une forte priorité, voilà, suivant les besoins sur certaines qualités, je pense que ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Bah, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Après, c'est peut-être un biais de ma part, mais j'ai pris l'habitude de le faire comme ça parce que je l'ai vécu comme ça aussi. Ouais, Mais il y a peut-être mieux à faire selon les contextes, effectivement, pour voilà, un athlète qui a une échéance, on va dire très ponctuelle, c'est peut-être pas la meilleure des idées, d'ailleurs. ouais, faut à creuser, à creuser. Mais bonne question, très bonne question. Flo, allons-y, si tu as une autre question. Ouais, alors rien à voir encore. J'avais écouté un de tes podcasts, je crois que c'était avec Pino Julien. Julien Pinot. euh, je crois que c'était lui, qui parlait que par rapport au système nerveux sympathique et le parasympathique, il était plus conseillé de manger les protéines le soir Mhm. et que du coup en journée,
est moins intéressant. C'était il y a longtemps ou pas ce podcast? C'était début janvier, si je ne me trompe pas. OK. Et du coup, est-ce que enfin, sur ce domaine-là, tu as poussé un peu plus, il y a eu parce que c'était plus en mode, il avait balancé ça, après c'était pas forcément, hyper sérieux, mais enfin, je sais pas, je me demande, un peu par rapport à ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas? J'ai pas de données directes sur ce qu'il a avancé de ce côté-là, sur Ouais, l'impact j'irai voir alors. et de tout ce que je sais. Enfin, les gens que je suis en nutrition, euh, les références que j'ai, ça va être et comme ça tu peux aller voir et tu peux aussi peut-être trouver des trous dans les différentes sources que moi sur lesquelles je me repose, on va dire. C'est Renaissance Periodization, RP Strength sur Insta. Qui font un boulot qui est absolument monstrueux dans tout ce qui est de la performance et de la nutrition, hypertrophie aussi. Et s'il y a je veux dire, je me rappelle juste d'un e-book, j'ai acheté 2 ou 3 de leurs e-books qui sont absolument fantastiques. Et un d'entre eux, en gros, c'était une petite tangente, mais euh, c'était par rapport à la nutrition et la santé et les facteurs qui avaient un impact sur la santé. Et leur revue de littérature, ils ne l'ont pas inclus dans le bouquin parce que sinon le bouquin qui faisait déjà 150 pages, il allait faire 300 pages, un truc comme ça. Et donc, ils te mettent un lien à la fin de chaque chapitre vers une page dédiée sur leur site avec à chaque fois entre 100 et 200 références par chapitre. En gros, ils ont épluché, si c'est le bon mot, toute la recherche et ils en ont tiré leurs propres conclusions et ils ont fait ça de manière très systématique. C'est très bien présenté. De ce que je vois, en tout cas, il y a très peu de biais de leur part. Encore une fois, il faut toujours aller vérifier ça. Et idéalement, toi, tu vas lire les papiers, mais tu en as pour un moment parce qu'eux, ils ont une team qui fait ça à temps plein. Mais j'ai pas vraiment vu ces choses-là ressortir que ce soit dans ce bouquin-là ou les autres. De ce que j'ai vu, l'apport en protéines, tu veux qu'il soit distribué de manière assez équivalente au cours de la journée sur un certain nombre de repas, au minimum 3, voire plus, étant donné que, et je dis peut-être des bêtises, mais si je me souviens bien, il y a une quantité maximum de protéines que tu peux absorber par repas. Et donc, si tu peux partager ça sur plusieurs repas dans la journée, tu vas avoir une absorption qui est meilleure. Donc ça, à ma connaissance, c'est le consensus actuel au niveau de la recherche sur les apports protéinés. Euh, L'interaction des protéines et du système nerveux, honnêtement, j'en sais pas assez sur le sujet. Et je pense qu'il faut aussi à mon avis, il faut faire attention quand on commence à partir dans des activations sympathiques, parasympathiques, parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire, comment il s'appelle, Porges, qui a écrit The Polyvagal Theory. C'est un livre parmi tant d'autres et je n'ai pas lu énormément dans ce domaine-là, mais en gros, ton système sympathique et parasympathique, ils sont intimement liés. C'est un peu comme l'idée des filières énergétiques. On pensait que c'était, dans les 10 premières secondes, tu utilises juste la filière de la phosphocréatine, après tu utilises machin. Mais en fait, c'est tout connecté, ça marche tout ensemble, tout en même temps. Et le système nerveux, c'est pareil. J'ai fait une vidéo récemment sur la respiration et l'effet sur le système autonomique. Et quelqu'un m'a dit en commentaire, Sylvain, je crois c'était, quand tu inspires, c'est sympathique. Quand tu expires, c'est parasympathique. Et donc, si tu expires plus longtemps, eh ben, tu biaises, on va dire, le côté parasympathique. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense pas que tu puisses dire, parce que sinon, tu fais quoi? Tu fais que d'expirer, tu arrêtes d'inspirer, et puis comme ça, tu es parfaitement parasympathique. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis, encore une fois, je pense que c'est le cycle respiratoire en lui-même. Oui, il va avoir un impact sur le système autonomique, parce qu'on le sait au niveau de différentes pratiques respiratoires. Si tu hyperventiles de manière prolongée, et faut que tu lises, si ça t'intéresse, il faut que tu lises James Nestor qui a écrit Breathe. Et il parle des différentes pratiques respiratoires, de différentes traditions, de différents courants religieux, etc. Et différentes pratiques qui ont différents effets sur le corps, sur ton cerveau aussi. Mais je pense pas que ce soit productif je pense que c'est trop simpliste de vouloir dire que telle chose affecte tel système et telle autre chose affecte tel autre système.
de manière dissociée parce qu'au final, ouais, c'est tout intégré. C'est pas, tu as le système parasympathique à gauche et puis le sympathique à droite. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a voilà, toujours des simplifications qu'on va utiliser pour expliquer certaines choses qui peuvent être utiles et pratiques dans certains contextes. Mais je pense que quand on commence à parler du système nerveux, il faut faire très attention parce que si tu parles aux gens qui étudient ça Ouais, le jour et vraiment. la nuit, ils diront, ce seront les premiers à te dire qu'on ne comprend pas grand-chose au système nerveux. Et donc, je pense qu'il faut juste faire gaffe avec des conclusions, comment dire ça, Active. hâtives et très catégoriques. Ouais, ok. Et c'est marrant que tu parles de respiration parce que je m'intéresse beaucoup au yoga et effectivement, c'est vrai que là-dessus, ils sont enfin, ils mettent une énorme importance sur la respiration. Et effectivement, dans ma pratique, j'ai pu me rendre compte que si on arrive à caler la respiration en même temps que les mouvements, enfin, sur les bonnes phases de mouvement, ça change de ouf la donne, enfin, vraiment. Et on sent qu'il y a un vrai intérêt à apprendre à respirer et que c'est même pas forcément hyper facile parce que des fois, on ne sait plus, enfin, pas qu'on ne sait pas respirer, mais sur certains mouvements, ça ne paraît pas forcément aussi naturel. Et une fois qu'on arrive à mettre ça en place, et ça vient naturellement avec les postures, on sent vraiment une aisance derrière et ça a son importance, quoi. Ouais, et il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté, et je ne remets pas en question ce que tu dis, je pense que c'est une partie importante de ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a aussi un aspect de rien que le fait de se concentrer sur ta respiration fait que tu te sens mieux dans ta respiration? Et ça, ça c'est un sujet extrêmement vaste, là, je pense, et c'est un peu pour ça que je creuse là-dedans maintenant, parce que c'est fascinant de voir à quel point les effets sont intégrés et toutes les connexions qu'il y a à ce niveau-là. Mais oui, je pense qu'il y a un intérêt certain pour le monde de la prépa à s'intéresser de manière un petit peu plus étroite à la respiration de manière générale, et que ce soit dans l'aisance de respiration, notre contrôle et notre conscience aussi au niveau de la respiration. Donc, comme tu en parles, que ce soit dans une pratique de yoga, une pratique de méditation. Et après, tu as tout l'aspect performance aussi avec volume courant, fréquence respiratoire, spécifique à certains efforts, à certains rendus, etc. Donc, tu as ces deux côtés-là, plus d'autres encore. Et je pense que c'est tout important. Toutes ces facettes-là sont importantes. Après, leur impact direct sur la performance, il reste encore à être quantifié. Mais en tout cas, de tous les retours que j'ai eus de personnes qui l'ont fait d'une manière ou d'une autre, le ressenti en tout cas est positif. Ça force à poser une importance à ça, en fait. Là, on te guide un petit peu sur comment faire. C'est juste pour que tu prennes conscience de la respiration en tant que telle, quoi. Sans dire que voilà, ça va très, très précis, mais de juste prendre conscience de sa respiration et ça change tout. Exactement. Magnifique. Marius, tu as un petit truc à ajouter pour un petit mot de la fin ou... Ouais, éventuellement un petit rebond sur la question de Flo, parce que j'ai écouté le podcast en question. Et alors, je suis loin d'être expert en nutrition, mais j'ai quand même plutôt creusé la question, du moins un minimum. Et c'est la première fois que j'entendais un truc comme ça, sur les interactions entre le système nerveux et l'apport en protéines, enfin, ou le timing des protéines, du moins. Et en fait, moi, la question que je me poserais, c'est est-ce que ça vaut la peine de s'intéresser à cette question-là avant de s'intéresser aux autres effets des protéines? Je pense que, je pense que c'est peut-être la bonne question à se poser. C'est ça, parce que comme tu dis, des questions, on peut toujours s'en poser. Mais après, est-ce que c'est la bonne question à se poser? C'est aussi une question à se poser. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un effet? Probablement. Est-ce qu'il est suffisamment grand pour qu'il soit digne d'intérêt? Peut-être pas. Ouais, Est-ce que, est-ce que l'effet que tu as, pour simplifier, est-ce que si tu condenses ton apport protéiné à un moment de la journée et l'impact que ça va potentiellement, parce qu'on ne sait pas, en tout cas, moi, je n'ai pas vu d'études qui vont dans ce sens-là ou même je ne veux pas dire de preuves, mais j'ai rien qui me pousse dans cette direction ou vers cette conclusion. Mais est-ce que de faire ça et l'effet potentiel que ça peut avoir sur le système nerveux autonomique sera plus important que le fait d'avoir un apport protéiné distribué au cours de la journée pour optimiser l'absorption des protéines et des nutriments? Je pense que c'est un petit peu ça que tu disais, Marie. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, moi, j'ai fait la formation Bayesian Bodybuilding et finalement, bon, la moitié de la formation, c'est sur la nutrition.
Et il n'y a rien qui va dans ce sens-là, bien au contraire même. On cherche plutôt à répartir de la manière la plus, je vais pas dire la plus continue, parce que l'apport en protéines, il doit quand même être un petit peu plus important autour de l'entraînement. Mais mais il y avait rien qui allait. Déjà, il y avait rien qui faisait le lien entre le système nerveux autonome et l'apport en protéines, ou du moins pas dans mes souvenirs, et encore moins sur le fait de tout prendre, par exemple, le soir. Mm. Après, est-ce que c'est intéressant d'en prendre un petit peu plus éventuellement le soir? Ouais, peut-être, pourquoi pas, parce que on a un jeûne qui va s'installer avec la nuit, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Ou alors, ce que j'ai vu de la part de RP, c'est peut-être une protéine qui se digère plus lentement le soir, comme la caséine par exemple, qui te permettrait Ouais, aussi, ouais. potentiellement d'avoir un apport un peu plus prolongé pendant la Plus nuit, diffus, ouais. plus diffus pendant la nuit. Ah, ça, encore une fois, ça, je pense, c'est, bah, pour ceux qui sont intéressés, il faut creuser un petit peu, quoi. Mais je pense que la synthèse protéique, elle est quand même bien plus importante que l'aspect du système nerveux qui peut en résulter, quoi. Ouais, ça vient de me faire penser à autre chose, c'est que il y a aussi des données qui vont dans le sens de ne pas manger trop près du coucher pour, en gros, pas surcharger le système digestif avant d'aller se coucher. Dans le sens où si tu es en pleine digestion pendant la moitié de la nuit, eh ben peut-être, et ça c'est largement une hypothèse de ma part, mais potentiellement tous les mécanismes de réparation qui devraient prendre place pendant ce temps-là ben, peuvent peut-être pas se faire ou vont pas se faire du fait du coup qu'a la digestion sur l'organisme. Euh, donc, à voir aussi si ça joue une part et Ouais, quelle part ça joue par rapport à tout ça. ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, sur ce sujet-là, moi, j'ai vu un peu les deux, Mm. avec des preuves qui sont cohérentes dans les deux cas. Donc, j'aurais presque envie de dire, faites selon les préférences, Ouais, et puis ce sera sûrement le mieux. ouais, Mais ouais, voilà, exactement. il y a des preuves qui nous montrent que bah, manger trop proche du coucher, ça pourrait altérer le sommeil. Il y en a d'autres qui montrent que justement, ça pourrait être intéressant de le faire pour diverses raisons. Donc la raison de manger plus éloigné du coucher, donc c'est celle que tu énonçais. Mais dans l'autre sens, si on mange trop éloigné du coucher, bah, peut-être qu'en fin de nuit, on aura la dalle et en fait, on va pas bien dormir en fin de nuit. Donc, on est encore sur une question de juste milieu, mais Ouais, exactement. Donc, et c'est ça, je pense. De toute façon, c'est notre boulot, c'est d'être dans la nuance et d'essayer de comprendre pourquoi et dans quel contexte et pour quelles raisons. Euh, mais ouais, bonne petite remarque. Flo, si tu avais quelque chose à rajouter à tout ça avant qu'on termine. Non, bah, de toute façon, je vais écouter un peu, enfin, un peu genre, pendant les 6 prochains mois, tous les podcasts que j'aurais dû écouter il y a 5 ans. Et qui n'existaient pas d'ailleurs, mais et puis j'aurai mes réponses, je pense. Enfin, j'ai pas vraiment de questions, on va dire. Je pense que j'aurai mes réponses en écoutant l'ensemble de tous les podcasts que tu mets en place ou que les autres peuvent mettre en place. Et, euh, et encore merci d'avoir mis à disposition tout ça, tout ce contenu, c'est juste super dingue. Donc, merci encore. Non, un grand plaisir et puis merci à vous d'avoir pris le temps aujourd'hui pour ce petit café, c'était cool.